Bien, je vous propose, on va commencer pour respecter l'horaire, pour que tout le monde, comment dire, reparte aux horaires qu'on a convenus au départ. Bien, bonjour en fait à vous. Alors, ce que je vais déjà me présenter, je m'appelle Clémence, je travaille à la Fabrique Emploi et Territoire. La Fabrique Emploi et Territoire, c'est une association. En fait, on vient de changer de nom. On n'est plus connu sous le nom de Maison de l'Emploi et de la Formation de la Nièvre. Voilà, je travaille comme chargée de projet. Nous sommes deux à avoir travaillé à la fabrique sur cette rencontre. Donc Sandrine Laura également, que vous verrez peut-être pas parce qu'elle est plus aux manettes par derrière. En fait, pourquoi vous proposer en fait une web rencontre sur le thème télétravail mode d'emploi? En fait, on a décidé de travailler sur le télétravail puisque comme toutes les structures, nous on est une petite équipe, on est 7 salariés, on a vécu le télétravail chaque salarié de manière assez différente. Et ce qui ressortait, c'est qu'en fait, on a tous eu énormément de questionnements par rapport euh, à la manière d'aborder le télétravail, par rapport à la vie personnelle, par rapport aux outils, par rapport à comment mieux communiquer avec ses collègues. Donc, en fait, face à ce constat, on s'est dit que ces questionnements, on n'était sans doute pas les seuls à les avoir. Et on a eu la chance, en fait, de bénéficier d'une formation que Marie-Ange Alexandre, qui va intervenir tout à l'heure, on a eu la chance de bénéficier d'une formation gestion du temps, gestion du stress avec elle. Et c'est tout naturellement qu'on s'est dit qu'on voyait très bien Marie-Ange en fait, intervenir sur le thème du télétravail, sur les conseils, la méthode, les outils, etc. etc. Donc, on s'est tourné vers Marie-Ange qui a dit banco et je la remercie vivement d'avoir accepté notre proposition pour ce cycle en fait, de web rencontre, puisqu'en fait, il y a 3 rendez-vous qui vous sont proposés. Un aujourd'hui 9 juillet, un autre le 16 juillet et un dernier le 23 juillet sur des thématiques différentes. Alors, juste avant de laisser la parole à Marie-Ange pour débuter cette web rencontre, je vais vous rappeler quelques règles en fait par rapport au déroulé et au confort de tous pour vivre au mieux cette rencontre. Alors, la web rencontre, elle est enregistrée. Donc, si vous souhaitez ne pas apparaître dans la vidéo, je vous invite à couper la vidéo sur votre ordinateur. Les micros sont coupés là pour le moment, mais à la fin, on aura un temps d'échange. Donc, si vous souhaitez intervenir et poser des questions, je vous invite à actionner le bouton du son microphone qui est, je crois, en bas à gauche de votre écran pour pouvoir intervenir. Et enfin, vous dire également qu'il y a un chat qui est disponible tout au long de la web rencontre. Donc, si vous avez des questions, je suis en charge en fait de les recenser et nous les poserons à Marie à la fin de la web rencontre durant le moment d'échange. Voilà, j'ai terminé mon introduction. Encore merci d'être là et je passe la parole à Marie. À tout à l'heure. Alors bonjour à tous. Donc on va parler là pendant 3/4 d'heure finalement du temps et du stress pendant le télétravail. Alors je voudrais déjà commencer par revenir finalement aux fondamentaux. Si j'arrive à passer à la voilà, et par une petite définition du télétravail. Donc en France, le télétravail désigne une organisation du travail qui consiste pour le télétravailleur, et c'est vraiment la définition légale, à exercer de façon régulière et volontaire, hein, ça c'est intéressant, un travail qui aurait pu être effectué dans les locaux de l'employeur, mais hors de ces locaux, en utilisant donc les technologies de l'information et de la communication, les ordinateurs portables, Internet, la téléphonie mobile, les tablettes, les fax, etc. Et on verra justement que ces tics, en fait, sont évidemment facteurs de stress supplémentaire.
Alors, on se dit qu'avec cette définition du télétravail, finalement, c'est formidable, puisque le télétravail, ça veut dire moins de transport, ça veut dire moins de tout ça, et finalement, c'est moins de stress et plus de temps pour soi. Oui, sauf qu'en fait, malheureusement, ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas si simple du tout parce que, en fait, quand on travaille, on n'est pas qu'un travailleur. Finalement, on reste un individu. Et encore heureux qu'on reste un individu, hein, qu'on n'est pas que des travailleurs, que des têtes pensantes ou des mains qui fonctionnent. On n'est pas qu'un travailleur et on reste un individu parce qu'en fait, dans le travail, il n'y a pas que des temps de production du travail, mais il y a des temps qu'on appelle improductifs, même si le terme est un petit peu impropre. Et ces temps-là ont une fonction essentielle à la fois pour l'entreprise, mais aussi pour l'individu. En fait, pour l'entreprise, ces temps improductifs, ils servent finalement à améliorer la rentabilité de l'entreprise en exploitant toute la richesse, toute la variété des compétences et des connaissances donc des individus qui composent les équipes de travail. Et puis pour l'individu, le fait d'avoir des temps improductifs, c'est aussi avoir l'occasion, en dehors de la sphère privée et du champ des compétences, d'exercer toute son humanité, son individualité, mais aussi de s'auto-actualiser. Alors, le terme d'auto-actualisation, il a été mis en place par Carl Rogers, en fait, formalisé donc, dans les années 70 par Carl Rogers. Aujourd'hui, on parle souvent de développement personnel et je n'utilise pas le terme développement personnel parce que voilà, ça fait quelque temps qu'il est, on va dire, matiné d'une espèce de symbolisme assez négatif. Donc, je préfère parler d'auto-actualisation à la fois des compétences, des connaissances, mais aussi de toute notre humanité. Donc, le télétravail, qui devrait produire moins de stress et plus de temps pour soi, malheureusement, oublie que lorsqu'on est en train de travailler, on ne fait pas que travailler, c'est-à-dire produire de la rentabilité pour une entreprise, mais on est en train aussi d'exercer son humanité, sa singularité. Ça, c'est très, très important, en fait. Alors, un petit point de vigilance, le télétravail tel qu'il est défini par la loi, en France en tout cas, n'est pas un aménagement du temps de travail. Il n'a aucune incidence sur le calcul et le décompte du temps de travail effectif. Et ça pose finalement une grande question. Parce qu'on sait qu'à temps de travail équivalent, quand on compare le télétravail et le travail dans un environnement de travail habituel au sein de l'entreprise, à temps de travail équivalent, on va être plus productif, plus efficace sur certaines tâches en télétravail, alors qu'on va être moins productif, moins efficace sur d'autres. Et de fait, si on n'aménage pas le temps du télétravail comme un temps particulier de travail, et bien finalement, on va travailler non seulement beaucoup plus, mais on va se mettre une charge mentale associée au travail sur les épaules qui va être beaucoup plus importante. Et on va essayer pendant ces 3 petits quarts d'heure qui sont devant nous, de développer ces aspects-là. En télétravail, on se soumet, chaque salarié, chaque personne qui télétravaille se soumet à 2 grands types de dangers différents. Le premier, c'est qu'en fait, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, le télétravail, il est souvent amputé des temps sociaux. En fait, les temps sociaux, c'est quoi? C'est des temps où les humains peuvent exprimer leur singularité. Et du coup, on ampute le télétravail de ces temps sociaux au profit de la seule productivité, de la seule rentabilité. Le danger pour la personne, c'est un sentiment de déréalisation, en fait, de déshumanisation de son propre travail, ce qui peut conduire, on le sait, à une perte de sens, à une démotivation. Et puis, lorsqu'on a des salariés qui sont démotivés, finalement, un effondrement de la compétitivité de l'entreprise. Donc, on a des dangers qui sont de l'ordre des dangers individuels et puis on a des dangers qui sont plus collectifs pour l'entreprise.
la deuxième grande catégorie de danger, elle va concerner le télétravail en tant que tel, puisque en fait, en télétravail, on va souvent réduire le travail au résultat du travail et pas au processus du travail. Alors qu'en travail classique, effectivement, c'est le processus qui va compter, ou au moins sur lequel on va être évalué. Les dangers, c'est d'être soumis à des pressions à la performance qui vont être bien plus importantes que d'habitude, et puis à supprimer les limites entre le privé et le professionnel, ce qui va générer du stress, de l'anxiété, et pourquoi pas un burn-out. En fait, alors là, le confinement, c'était un moment très particulier, puisque les gens qui télétravaillent d'habitude ne sont jamais en fait dans cette situation où ils doivent 5 jours par semaine télétravailler de chez eux avec chez eux des enfants qui circulent, des conjoints, etc. Ça, c'était vraiment très, très exceptionnel du fait du confinement. Mais en télétravail, il faut trouver un moyen, une manière d'organiser le travail qui permette finalement d'éviter ces deux grands types de dangers, donc le sentiment de déréalisation et la démotivation des individus, et aussi la pression à la performance et le stress qu'on met sur leurs épaules. Alors aujourd'hui, nous ici, nous allons évoquer des pistes de solutions individuelles, c'est-à-dire que quelqu'un qui est en télétravail va pouvoir mettre en place, va pouvoir implémenter de lui-même face à son travail. En fait, le problème, c'est que c'est bien de mettre en place des solutions individuelles, mais si le collectif, en fait, l'entreprise ne donne pas la place, ne permet pas, en fait, d'implémenter ces solutions individuelles, en fait, on se retrouve en grande difficulté puisqu'on essaie de se protéger, on essaie de mettre en place des choses pour faire notre travail et en même temps ne pas finir complètement stressé et se sentir coupable d'aller aux toilettes, par exemple. Ça arrive alors qu'on est censé être en train de travailler. Et vous voyez, si au niveau de la hiérarchie, le temps de travail en télétravail est décompté exactement de la même manière que lorsqu'on est au travail, ça va poser un vrai problème. Donc, on ne peut pas s'affranchir d'une négociation au niveau du collectif. Et ça, j'espère que c'est un message qui passera. Je ne sais pas si vous êtes en position d'être manager ou d'avoir un certain nombre de responsabilités pour les autres, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête toujours. En fait, c'est que, OK, il peut y avoir des solutions individuelles, mais notre entreprise, maintenant c'est dans la loi, est censée aussi protéger ses salariés, justement, des risques de burn-out et de les aider en fait à développer des bonnes pratiques en fait de manière à ne pas trop se surcharger de travail. Alors, on va rentrer maintenant un petit peu dans le vif du sujet, mais avant, j'ai une petite question, en fait, un petit sondage à vous soumettre. Alors, ma question, elle est simple, finalement. Combien d'heures estimez-vous, en fait, que vous avez passé en plus devant votre écran en télétravail par rapport à la situation de travail classique. Alors, soit vous n'avez passé pas plus d'heures, soit 1 heure de plus, soit 2 heures de plus, soit 3 heures de plus, soit plus de 3 heures de plus. À vous de répondre. Je pense que vous avez reçu le sondage. Et je vous laisserai quelques minutes pour répondre, mais je vais commencer déjà à avancer, comme ça vous laisse un petit peu le temps de répondre. Puis on regardera les résultats peut-être à la fin. Je pense qu'on pourra se prendre un temps pour faire ça. Alors, on va commencer dans le vif du sujet sur la question du temps. Le temps, on le considère très peu comme ça, mais le temps, c'est une ressource, tout comme l'argent, tout comme les compétences, tout comme les humains pour l'entreprise. Donc, si on considère le temps comme une ressource, en fait, il faut être au clair sur ce que c'est que ces ressources, ce que cette ressource, quelles sont ses caractéristiques. Alors déjà, le temps, c'est une ressource qui est limitée. Voilà, on n'a pas
personne sur Terre, quel que soit son âge, quelle que soit sa fonction, quelle que soit sa couleur de peau, n'a plus de temps que quelqu'un d'autre. En fait, c'est limité parce qu'on a tous 24 heures par jour. Donc, ce qui va faire la différence entre nous et quelqu'un d'autre, ça va être la manière dont on va allouer notre temps à un certain nombre de tâches. Le temps, c'est une ressource qui est périssable. Oui, la preuve, on peut même le gâcher. Alors je vais faire une parenthèse tout de suite. Les temps improductifs du travail, ce n'est pas du tout du temps gâché. Au contraire, vous voyez, quand vous passez un temps, je ne sais pas, par exemple, devant la machine à café à parler à une collègue, vous êtes en train de créer du lien social. Et créer du lien social, c'est une sacrée richesse pour l'entreprise, parce que ça va permettre finalement de mettre du lien et puis de mettre de l'huile dans les rouages quand il y a quelque chose qui est difficile à faire. On a un problème, on a un obstacle, on a créé un lien social satisfaisant avec quelqu'un dans l'entreprise, eh bien, on va pouvoir le solliciter pour nous aider et on va pouvoir être sollicité pour aider quelqu'un. Une entreprise, ce n'est pas que des gens qui travaillent et puis c'est tout. Non, non, c'est les relations entre ces personnes, c'est quelque chose de très important. Si on a de bonnes relations sur son poste, en fait, si on a de bonnes relations dans son équipe de travail, on va avoir une façon de travailler qui va être plus satisfaisante pour les individus, mais plus satisfaisante aussi pour l'entreprise ou l'organisation, évidemment. Donc attention, le temps, c'est une ressource périssable, on peut le gâcher, donc ça dépend de ce qu'on fait avec. Une mauvaise organisation, par exemple, ça peut amener certaines personnes à gâcher leur temps. Ou alors, si vous n'avez pas de bon matériel, si vous ne savez pas où trouver les ressources supplémentaires pour mener à bien votre travail. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Troisième aspect, c'est une ressource précieuse, vous le savez très bien, et ça n'a pas de prix. En fait, si ça a un prix, ça a un prix, et malheureusement, ce prix-là, c'est souvent le prix du stress, en fait. Le prix du stress qu'on passe à s'arracher les cheveux quand on ne parvient pas finalement à obtenir, je ne sais pas moi, une réponse claire et nette de la part de notre hiérarchie sur, je ne sais pas, quelque chose. En fait, vous avez l'impression que tout ça, c'est un petit peu flou. Ben, ça, c'est du temps que vous perdez, de l'énergie que vous perdez et qui va générer chez vous un stress. C'est aussi une ressource qui est changeante. Et ça, j'aimerais vraiment passer un petit moment là-dessus pour vous expliquer ça. Oui, parce qu'en fait, tout le monde sait que le temps, c'est du temps, que 10 minutes de temps, c'est 10 minutes de temps, et qu'on n'a pas l'impression que le temps, en fait, s'accélère. Non, le temps ne s'accélère pas. Le temps objectif ne s'accélère pas. Mais en fait, c'est un petit peu comme la météo. Entre le temps objectif et le temps ressenti, il y a un truc qui s'appelle votre cerveau, en fait. Et votre cerveau, en fonction de ce que vous êtes en train de faire, va changer la nature du temps. Lorsque vous êtes en train de faire quelque chose qui vous implique complètement, pour lequel vous êtes complètement concentré, où vous avez l'impression que vous êtes en toute possession de vos moyens, que tout se passe bien, en fait, vous allez avoir un phénomène où d'un seul coup, vous allez vous dire « Ah, mais mon Dieu, il est déjà cette heure-ci, je n'ai pas vu le temps passer. » Parce qu'en fait, vous allez être dans un état de conscience particulier où vous êtes complètement impliqué dans votre travail. Et à contrario, lorsque vous êtes en train de vous jeter partout et vous êtes en train de répondre à un email et en même temps, il y a le téléphone qui sonne et quelqu'un qui vient vous interrompre dans votre bureau, ben là, clairement, là, le temps, en fait, il va faire exactement le contraire. Vous allez vous noyer dans un verre d'eau parce que finalement, vous ne pouvez pas, et c'est coûteux sur le plan cognitif, de devoir s'interrompre sans arrêt. Donc, c'est pour ça, ce que je disais tout à l'heure, il y a des activités, des tâches qui, lorsqu'on est en télétravail, en fait, sont plutôt plus productives. On est plus productif sur ces tâches-là. Mais par contre, toutes les tâches qui nécessitent d'attendre les résultats du travail de quelqu'un d'autre, d'attendre la validation d'autre chose, de partager son attention de diverses façons. Mais ça, finalement, ça va finalement être des tâches qui vont être moins productives quand on est en télétravail. Ben oui, parce que avant, un travail normal, vous êtes dans votre bureau, vous êtes en train de faire quelque chose, vous avez besoin de la validation, je ne sais pas, de votre supérieur ou d'un collègue. Vous allez en fait vous déplacer physiquement dans son bureau et vous allez lui demander, bon ben voilà, et puis là vous allez avoir votre réponse tout de suite, ça va vous permettre de continuer. Alors que quand on travaille à distance,
il faut écrire un mail ou alors appeler, etc. Et ça aussi, ça s'organise hein, avec des temps collectifs, notamment de visioconférence, mais des temps courts de visioconférence. Oui, oui, parce que en fait, les réunions de 2h30 ou 3h à distance, c'est pas jouable hein, pour le cerveau d'un individu. C'est pas possible de fonctionner comme ça. Donc, il vaut mieux faire des temps très, très courts de mise au point, par exemple, le matin avant de commencer sa journée de travail, et pourquoi pas le soir, faire aussi un temps très, très court de 5-10 minutes où les gens, en fait, peuvent communiquer entre eux sur ce qui s'est passé dans la journée. Et puis, pourquoi pas donner quelques indications sur les priorités, leurs priorités de travail, afin que tout le monde puisse se coordonner. Donc, des temps très, très courts de visioconférence et pas des temps, et je sais que ça a été le cas de beaucoup d'entre vous, d'avoir des temps de visio qui étaient de 3, 4, 5 heures, voire même devant l'ordinateur. Et c'est infernal, en fait, hein, puisque on ne peut pas, en fait, fonctionner comme ça. C'est impossible, ça demande un niveau d'attention que notre cerveau humain, qui a 200-300 000 ans, hein, ne maîtrise pas du tout. Alors, on va avancer un petit peu sur cette histoire du temps, avec des grandes lois sur le temps et l'espace qui vont nous permettre de tirer un certain nombre de conclusions ou d'élaborer quelques pistes de réponses, finalement, aux quelques questions que vous avez pu vous poser sur cette histoire. Alors, la première, c'est ce qu'on appelle la loi de Parkinson, c'est la loi de dilatation du travail. Tout travail augmente jusqu'à occuper entièrement le temps qui lui est affecté. Donc, ça veut dire quoi? Ça a quoi comme implication? C'est que finalement, lorsque vous êtes en train de travailler, il est essentiel de dimensionner vos efforts, de décomposer les projets en sous-projets, puis en tâches, et en tâches de plus ou moins 25 minutes, et vous allez comprendre pourquoi je vous dis 25 minutes. Parce qu'en fait, notre cerveau, il n'est pas capable d'être attentif sur beaucoup plus que ce temps-là. Voilà, c'est tout simple. Nous ne sommes pas du tout faits pour être concentrés pendant 1 heure ou même 2 heures. Au bout de 25 minutes, on sait qu'à peu près la moitié de l'attention disponible, il n'y a que la moitié de l'attention qui reste. Donc, ça rejoint donc la loi d'Illich, on appelle la loi de l'efficacité décroissante. Au-delà d'un certain nombre d'heures de travail, l'efficacité va décroître et la concentration, elle va être de plus en plus difficile. Donc, il faut tenir compte de cet aspect pour recharger les batteries cognitives, en fait, hein, de manière à pouvoir se reconcentrer. Et comme je vous le disais, au bout de 25 minutes, c'est à peu près la moitié, finalement, votre attention disponible qui reste. Donc, le conseil, ça va être de faire des petites pauses régulières tout au long de la journée. Vous voyez bien que quand vous êtes en réunion, en visioconférence pendant 3 heures, la petite pause, vous ne l'avez pas. Et c'est des petites pauses de toutes les 25 minutes à peu près qui vont vous permettre de recharger votre niveau d'attention. La loi de Douglas, c'est à peu près la même chose que la loi d'Illich, que la loi de Parkinson, pardon, mais sur les dossiers. Donc, quand on est en télétravail, généralement, on est en télétravail à la maison. Donc, si vous n'avez pas de bureau, mais que vous êtes en train de travailler, mais même si vous avez un bureau, à chaque fois que vous commencez une tâche, vous ouvrez des documents, vous-même sur votre ordinateur, vous faites un tas de choses. Mon conseil, c'est qu'après chaque tâche, une fois que vous avez terminé de travailler sur un dossier, même si vous n'avez pas terminé, mais que vous voulez passer à autre chose, rangez. Rangez et puis classez en fait les choses. Et vous les ressortirez quand il faut. Pourquoi? Pour votre tête, en fait. Parce que si toute la journée, n'oubliez pas, vous êtes chez vous en télétravail très souvent. Donc, si à chaque fois que vous passez devant la table du salon, par exemple, et que vous avez sur la table des tas de documents professionnels, votre cerveau, il est au travail tout le temps. Il est au travail tout le temps, y compris le soir, après j'allais dire, la fermeture des portes, après la fin de votre travail. Donc, moi, mon conseil, vous rangez. Et comme ça, vous délimitez finalement le travail, le temps du travail et puis le temps de la vie privée. Ça paraît complètement idiot de faire ça, c'est rien à faire, mais faites-le. Faites-le et vous allez voir que voilà, la journée de travail est terminée. D'autres lois. La loi de Laborie
l'être humain a tendance à privilégier les activités les plus agréables. Ah oui, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, je viens de parler de la méthode Pomodoro. Évidemment, je vais l'exposer dans quelques minutes. La loi de Laborie, donc l'être humain a tendance à privilégier les activités les plus agréables. C'est ce qu'on appelle la loi du moindre effort et de la recherche du plaisir. Donc, prenez l'habitude de vous récompenser régulièrement. Alors, vous récompenser, ce n'est pas forcément avec un petit bonbon, des choses comme ça. Mais ça peut être de se dire, tiens, je viens de faire une activité très coûteuse sur le plan de mon attention, très coûteuse parce que c'était difficile, ben l'activité que je vais faire juste après dans mon travail, ben ça va être quelque chose qui va moins me demander. Ça peut être passer des coups de fil, ça peut être envoyer des emails, ça peut être faire du classement, voilà, faire quelque chose du même style. Donc, vous faites varier régulièrement le type de tâche au cours de la journée. Et puis, on a une autre loi qui s'appelle l'effet Zeigarnik, qui, en fait, fait qu'on a plus tendance à nous souvenir des choses inachevées que des tâches terminées. Donc, il faut faire très, très attention parce que ça peut augmenter ce qu'on appelle le millefeuille mental. Le millefeuille mental, c'est qu'on a au même moment, en fait, dans notre cerveau, on est en train de traiter, on essaye de traiter plusieurs choses en même temps. Non, merci. Le souci, c'est que du coup, il va falloir… voilà, donc je ne sais plus du tout où j'en étais, c'est pas grave. Parce que justement, j'étais en train d'essayer de faire plusieurs choses en même temps. Vous voyez, on ne peut pas faire plusieurs choses en même temps. Autrement, on devient fou. Voilà, et puis on fait des choses très mal. Vous voyez, donc là, c'est un exemple typique de ce qu'il ne faut pas faire et de ce que peut faire une interruption. Donc, lorsque vous avez quelque chose dans votre tête, je reviens à mon effet Zeigarnik, vous êtes en train de travailler et vous pensez, par exemple, qu'il faut rappeler, je ne sais pas, un fournisseur ou qu'il faut envoyer un email, que vous ne devez absolument pas oublier de faire telle tâche après. Ayez à côté de vous un petit carnet. D'accord ? Et vous notez rapidement, en fait, ce que vous avez dans la tête. Parce que ce qui est sur votre carnet, ce ne sera plus dans votre tête. Et lorsque vous serez en mesure, finalement, d'enchaîner, en fait, de vraiment vous arrêter la tâche qui était en cours, là, vous allez pouvoir vous y pencher et programmer l'activité dans votre agenda, dans votre journée, etc. Donc, il y a vraiment une espèce de discipline à acquérir lorsqu'on travaille de chez soi ou d'un autre endroit que le lieu de travail habituel, de structurer en fait le temps et afin de favoriser le travail, mais aussi de diminuer la charge mentale, parce que autrement, on a une petite tendance à augmenter la charge mentale quand on est toujours à distance. Alors, une autre loi qui s'appelle la loi de l'Ecclésiaste ou la loi de l'alternance, qui nous dit qu'il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour organiser le travail et un temps pour exécuter. Et ce n'est pas le même. Prenez un temps le matin pour organiser vos tâches. Et alors, vous avez, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que je viens de dire, les organiser, ça veut dire, ce n'est pas que les enchaîner. C'est aussi avoir une espèce d'activité méta sur ces tâches et donc de se dire, là, je vais passer, par exemple, je ne sais pas moi, 1 heure sur quelque chose qui va être très difficile. Eh bien, la tâche que je me prévois après, ça va être plutôt une tâche plus légère sur le plan cognitif. Donc ça, vous l'organisez le matin ou la veille, en fait, avant de partir du bureau pour le lendemain. Et puis, lorsque vous serez chez vous, finalement, vous allez pouvoir suivre la planification que vous aviez mise en place quand voilà, vous étiez en cerveau froid, on peut dire ça comme ça. Il y a un temps pour le travail et un temps pour les loisirs. Oui, et lorsqu'on est en télétravail, généralement, on est chez soi. Donc, n'oubliez pas, vous travaillez et puis après, vous arrêtez de travailler. Donc, il faut vraiment créer une limite claire entre le travail et soi. Et on a déjà évoqué ça. Ranger son espace de travail, ça, c'est une chose, c'est une bonne idée. Et puis, il y a un temps pour parler, un temps pour écouter, mais ça, c'est ce que vous êtes en train de faire, puisque du coup, vous êtes en train d'écouter et je parle. Et tout à l'heure, vous aurez la parole pour pouvoir intervenir et poser des questions et des témoignages aussi.
Donc, les conclusions, on essaye de trouver le moment qui convient à chaque activité. Les choses qui demandent le plus d'attention, le plus de concentration, mettez-les plutôt le matin, en fait, à la fraîche, quand vous disposez de toute votre énergie psychique et cognitive. Et lorsque, après déjeuner notamment, faites plutôt des activités qui sont peu demandeuses. On fait une seule chose à la fois. On n'essaye pas d'en faire plusieurs. Parce qu'en fait, quand on fait plusieurs choses à la fois, alors je sais bien que tout le monde pense qu'il est multitask, et en fait, et surtout les femmes, mais non, personne ne sait faire ça. Donc, du coup, n'essayez même pas. Votre cerveau n'aime pas ça. Votre cerveau, il n'aime pas du tout que vous l'obligiez à faire du traitement parallèle. C'est coûteux sur le plan cognitif, c'est très fatigant sur le plan mental. Et ce n'est pas étonnant qu'à la fin de la journée, vous ayez une tête comme ça. Et puis, prenez l'habitude de faire des choses différentes à différents moments de la journée. Alors, on va faire un petit sondage que je vais lancer dans 2 secondes. Voilà. Est-ce que vous vous êtes surpris pendant cette période de télétravail obligatoire à envoyer un email après vos horaires de travail habituels? Alors, je vais mettre fin au premier sondage et je vais lancer le second. Voilà. Dites-moi, dites-nous si ça vous est arrivé. Alors là, vous êtes en train de répondre et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens, pour l'instant 75% des personnes, 80 même, à qui c'est arrivé d'envoyer un email après ses heures de travail. Et bien pourquoi? Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, vous étiez toujours au travail dans votre tête. Comment voulez-vous prendre du plaisir à votre vie familiale, votre vie privée, en fait, lorsque vous êtes encore au travail? Non. Il y a un temps pour tout, c'est l'Ecclésiaste qui nous dit, un temps pour le travail, un temps pour les loisirs. Et c'est très, très important qu'il y ait une frontière entre les deux. Pas que vous n'ayez aucune crainte, vous ne serez jamais considérés comme des mauvais professionnels parce que quand vous êtes au travail et que vous êtes concentré, n'oubliez pas, en télétravail, vous êtes beaucoup plus productif. Donc, il n'y a pas de culpabilité à avoir là-dessus, mais on y reviendra parce qu'il y a une jeune femme qui a témoigné, j'ai enregistré son témoignage, et qui, elle, éprouvait beaucoup de culpabilité. Donc, dernière loi de l'espace et du temps que je voulais aborder avec vous. Alors, je ne sais pas le prononcer, mais elle s'appelle la loi de Svoboda-Fils-Techler. Alors voilà, c'est comme vous voulez. En fait, c'est la loi des rythmes biologiques. Les entreprises, comme les hommes, sont soumises à des rythmes. Oui. Vous ne pouvez pas être aussi productif à 8 heures du matin, à 2 heures de l'après-midi, à 11 heures du soir, à 3 heures du matin quand vous envoyez un mail alors que vous êtes censé dormir. Donc ça, ce n'est pas possible. Ça n'existe pas en fait des gens qui seraient des espèces de robots et qui sont productifs de la même manière l'hiver, l'été. Voilà, non, ça non. Donc on arrête tout de suite de penser ça. Et du coup, le compromis entre les rythmes de l'entreprise et ceux des hommes, ce n'est pas aux individus de trouver ce compromis-là, parce qu'autrement, chaque individu va être comme une espèce d'amortisseur, va être la variable d'ajustement. Non, c'est bien à l'organisation, à l'entreprise ou à l'institution de trouver et de tenir compte de ça. Vous ne pouvez pas demander une charge de travail à vos salariés, la même en télétravail et en travail dans l'entreprise. Ce n'est pas possible. Et de la même manière, il va falloir adapter le type d'activité que vous pouvez faire en télétravail et celle que vous pouvez faire en présentiel, j'allais dire. OK? Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la méthode Pomodoro parce que le temps nous est compté. Donc, voilà, c'est une petite méthode, moi, que j'utilise pour travailler puisque je travaille essentiellement à la maison et qui permet, ce que je vous disais, de structurer le temps. Alors, cette méthode, elle est très simple. Mon Pomodoro, pourquoi? Parce qu'en fait, elle a été formalisée par quelqu'un qui n'avait qu'un seul minuteur chez lui, c'était un minuteur de cuisine en forme de tomate. Donc, comme il était d'origine italienne, il l'a appelé la méthode Pomodoro. Alors, d'abord, quels sont les objectifs de cette méthode? La première, ça va être d'optimiser les ressources attentionnelles, finalement, pour favoriser la concentration. Tout au long de la journée, vous avez des pics d'attention qui sont suivis en fait par des chutes brutales de vos capacités attentionnelles. Les
pic d'attention dure environ 25 minutes, plus ou moins 25 minutes, et ne dépasse jamais pour aucun être humain, de toute façon, 45 minutes. Voilà. Les champions du monde de la concentration, les pilotes d'essai, les gens qui ont été surentraînés, ne dépassent pas 45 minutes de concentration optimale. Donc, ce n'est pas du tout la peine d'essayer d'être concentré comme ça, sans aucune variation de la concentration pendant 1, 2, 3, 4 heures. Ça ne sert à rien, ça vous fatigue et c'est de pire en pire. C'est comme ça qu'on fait des erreurs, c'est comme ça qu'on relit 4 ou 5 fois les lignes d'un gros tableau Excel. Et en fait, c'est ce que j'appelle, c'est la différence entre quelqu'un qui est occupé et quelqu'un qui est efficace, quoi, clairement. Alors, on peut être très, très, très occupé, mais très, très, très peu efficace. Quand on est en télétravail, si on veut bénéficier des bonnes choses du télétravail, en fait, il faut se doter d'outils de structuration de son travail de manière à ne pas être occupé. Ça ne sert à rien d'être occupé quand on est en télétravail. Il faut être efficace. Voilà, c'est ça qu'on nous demande. Donc, avec cette technique, on optimise ses ressources attentionnelles, on favorise sa concentration, on lutte aussi contre la procrastination. Je vous expliquerai comment. Et puis, ça permet d'apprendre à gérer la fatigue mentale et de surfer en fait sur le flow. Le flow, c'est, on va dire, une espèce d'état de conscience où on est complètement concentré sur ce qu'on est en train de faire et on n'est pas en train de disperser son attention à droite et à gauche. Donc, ce n'est pas quelque chose qui demande très peu de ressources, le flow, c'est des activités qui nous demandent un certain nombre de ressources attentionnelles, de compétences, de mettre en jeu nos compétences. Ce sont des défis à notre portée, finalement. Mais on va structurer ça avec la méthode Pomodoro. Méthode Pomodoro, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une alternance de séquences très, très courtes de travail, de plus ou moins 25 minutes, de petites pauses flash de 5 minutes et de pauses un petit peu plus longues de 15 minutes. Alors, des séquences courtes de travail, alors vous allez mettre un timer à peu près à 25 minutes. Voilà. Et puis, quand ça sonne, c'est terminé. Votre attention, votre concentration, en fait, elle peut s'abaisser. Puis, vous allez prendre une petite pause. Alors, attention, une petite pause pour le cerveau, ce n'est pas une petite pause dans le langage habituel. Ce n'est pas forcément aller boire un café, ce n'est pas forcément faire autre chose, etc. Une pause, ça peut être, vous êtes en train de construire un tableau Excel, un tableau de bord très compliqué avec des chiffres partout. Voilà, au bout de 25 minutes, ça sonne. Votre niveau de tension peut s'abaisser, voilà, et vous allez en profiter, par exemple, pour rappeler un collaborateur, etc. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même activité mentale, la même activité cognitive que je vais demander à mon cerveau. Et du coup, ça va recharger mes batteries attentionnelles. Puis, je peux continuer, je peux relancer une période de 25 minutes à peu près, de manière à finir ou à continuer ce tableau de bord Excel, il faut que je le complète, etc. Donc, en fait, on est loin, très, très loin de « je suis interrompu toutes les 3 secondes et je dois réagir tout de suite à des choses qui m'arrivent sur le coin du nez ». Non, non. En fait, on a structuré le temps de manière à tenir compte des capacités de notre cerveau et pour introduire beaucoup moins de fatigue mentale. Mais quand on est à la maison, les 5 minutes de pause, ça pourrait être aussi, tiens, j'ai 5 minutes, là, je vais prendre ma petite pause. Allez, je vais lancer une machine à laver, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça va me permettre de descendre en termes de tension, de recharger les batteries de manière à continuer. Donc, vous voyez, votre journée, elle peut se structurer comme ça. Vous avez des séquences de 25 minutes à peu près, des pauses flash, et puis régulièrement, toutes les 2 heures environ, vous faites une vraie pause de 15 minutes. En fait, il vaut mieux faire des toutes petites pauses tout au long de la journée que des gros segments de pause, parce que là, c'est difficile après de se remettre au travail. Alors, ça, c'est, on va dire, la théorie. Après, peut-être vous avez une fenêtre attentionnelle qui va être de 20 minutes. À ce compte-là, vous mettez un timer à 20 minutes. Peut-être qu'il sera de 35 minutes. Et à ce compte-là, vous mettez votre timer à 35 minutes. Mais attention, si vous mettez votre timer à 35 minutes alors que vous avez une fenêtre attentionnelle de 20 minutes, vous allez vous fatiguer puisque vous allez essayer de tenir, d'être concentré alors que vous avez dépassé votre capacité propre, votre capacité singulière à vous seul.
Donc, c'est vraiment un outil qu'il va falloir apprivoiser et apprendre à utiliser. Mais une fois que vous savez l'utiliser, une fois que vous connaissez votre fenêtre attentionnelle optimale, finalement, et ça permet d'avoir une efficacité et pas une occupation, hein, vous avez vu la différence, une efficacité qui va être optimale pour vous. Et on s'en fiche de votre voisin. Voilà, le principal, c'est non pas le temps que vous allez passer à travailler, hein, il faut se sortir un petit peu de ce schéma-là, même si, évidemment, ne plus être payé à la tâche, ça a été, on va dire, un progrès, hein, voilà, évidemment, par rapport à des gens avant qui étaient dans la mine ou des choses comme ça. N'empêche que maintenant, en télétravail, ce qui est important, ce n'est pas le temps que vous passez à travailler, mais bien l'efficacité que vous avez dans le travail. Alors, je voudrais avancer un petit peu aussi juste sur quelques petites choses avant de lancer le troisième sondage. Alors, ce que vous pouvez faire aussi pour, j'allais dire, optimiser un petit peu les choses, c'est de ne pas réagir, d'arrêter d'être toujours en réaction face aux notifications que vous allez pouvoir recevoir. Évidemment, lorsque vous êtes concentré, que vous êtes sur une tâche particulière de 25 minutes, hein, par exemple, vous avez éteint votre téléphone portable et pas en vibreur, hein, éteint, c'est-à-dire en silencieux total, et vous ne recevez aucune notification d'email ou de choses comme ça, parce que si vous ne le faites pas, vous allez être sans arrêt interrompu. Et votre esprit va être tendu vers « Ah, qui est-ce qui m'a appelé? Ah, qui est-ce qui m'a envoyé un email ?» etc. Et vous n'êtes plus concentré sur votre tâche. Du coup, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est de créer un petit dossier, enfin un petit carnet, 4 cases, et vous avez une liste de coups de fil, une liste d'emails à réaliser. Et soit vous décidez de grouper tout ça ensemble, par exemple, voilà, c'est après déjeuner là en ce moment, et vous décidez finalement de grouper tous vos coups de fil juste après déjeuner, ou tous vos emails. Mais vous pourriez aussi utiliser votre liste pour, entre chaque période de 25 minutes, vous dire, tiens, je vais téléphoner à la première personne de ma liste, par exemple, à la fin d'une activité de 25 minutes. Lorsque j'aurai fini mon coup de fil, je reviendrai à mon activité. Et puis, ça vous servira finalement de pause pour votre cerveau. Donc, ça, c'est une possibilité. Et l'autre, ça serait de grouper, de faire des chunks finalement de coups de fil et des chunks d'emails. C'est une possibilité. D'autres choses, vous pourriez imaginer de découper votre journée en demi-heure. Une demi-heure, c'est donc 25 minutes d'activité intense, concentrée, plus 5 minutes de pause. Apprenez aussi à ne jamais remplir tout votre temps disponible. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qu'on sait, que vous savez aussi bien que moi, c'est que si vous remplissez votre emploi du temps de 7 heures de travail, de 7 heures d'activité demandeuse, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous noyer. Vous allez vous noyer parce que ce qu'on peut prévoir dans le travail, c'est qu'il y aura des imprévus. Il y en a toujours, tous les jours. Aucune de vos journées de travail n'est une journée où il n'y a aucun imprévu. Ça n'existe pas. Il suffit que la photocopieuse tombe en panne, que votre imprimante chez vous ne fonctionne pas, que quelqu'un ne vous rappelle pas alors qu'il devait vous rappeler, que vous avez toujours des imprévus. Donc, ne remplissez pas votre temps de télétravail à plus de 60%. Ne vous inquiétez pas, les 40% qui restent vont bien être remplis. Ne vous inquiétez pas, vous allez travailler toutes vos heures. Et enfin, n'oubliez pas de prévoir des temps de repos entre les tâches qui sont très sollicitantes, alors même si le terme n'est pas très français, mais vous voyez ce que je veux dire, sur le plan cognitif. Donc, il faut vraiment programmer votre journée pour avoir des temps de travail intenses, voilà, sur des activités qui demandent une intensité de travail et de concentration forte, qui vont être en fait entre ces périodes-là des moments de travail qui demandent moins finalement d'attention. Alors, on va bientôt s'arrêter, je suis un petit peu en retard. Donc, dernier sondage rapidement. La question que je vous pose, elle est très simple. Est-ce que vous avez déjà éprouvé de la culpabilité en télétravail lorsque vous quittiez votre écran pour faire quelque chose d'ordre privé? Voilà, donc vous avez jusqu'à la fin pour me répondre sur ce point. Oh là 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 là. C'est-à-dire que, ah oui, donc là on est à 80% de oui,
hein, ce qui est énorme, 83% de oui, ce qui est énorme. Ben oui. Et ça rejoint totalement un petit témoignage que j'ai recueilli et que je voudrais vous faire écouter. Alors, effectivement, le confinement va générer donc le télétravail et l'organisation qu'on va mettre en place pour pouvoir réaliser nos activités. Et la difficulté que moi j'ai rencontrée, c'est que j'ai beaucoup culpabilisé en fait d'être à la maison et de travailler à la maison. Il fallait organiser le travail des enfants, le travail professionnel en parallèle. Et du coup, j'avais l'impression de devoir être tout le temps disponible à la moindre sollicitation et à l'instant T. C'est-à-dire que dès qu'un mail arrivait, je me voyais dans l'obligation de répondre immédiatement parce que j'avais le sentiment que si je ne le faisais pas, je n'apportais pas la preuve que j'étais en train de travailler et que je ne faisais pas autre chose. Voilà. Donc ça, ce côté-là, moi, il m'a pesé parce que à un moment donné, on a l'impression d'être privilégié finalement parce que on travaille à la maison. Alors que pas du tout, puisque justement avec cette organisation mise en place avec les enfants, on se retrouvait avec des horaires complètement décalés. Commencer tôt le matin et du coup finir tard le soir. Et on n'était plus du tout dans un cadre professionnel, ce qui fait que le professionnel finit par manger sur le personnel et ça, c'est pas toujours simple. En télétravail, c'est pas le temps de travail, c'est pas là, il ne faut pas réduire en fait ces choses-là au temps de travail. Et puis par ailleurs, c'est inhumain d'imaginer que répondre à un email immédiatement après ce qu'il soit arrivé, c'est quelque chose qu'on vous demande. Non, si on veut, quand on a des demandes urgentes, en fait, on utilise un autre moyen de communication qui s'appelle le téléphone. Par exemple, si votre maison brûle, vous n'envoyez pas un email aux pompiers. Hein. Généralement, vous allez prendre le téléphone. Donc, un email ne doit pas forcément être répondu tout de suite. Et par ailleurs, lorsque vous êtes chez vous et que vous utilisez votre temps pour aller aux toilettes, hein, pour aller vous faire un café, c'est normal. Vous le faites de toute façon lorsque vous êtes dans l'entreprise ou dans l'institution. N'oubliez pas, votre temps de travail, c'est aussi beaucoup de temps non productif et ce temps non productif, il est important. Donc, il est aussi important en télétravail. Hein, vous n'êtes pas des robots. Enfin, j'espère. Voilà, il y a peut-être des robots qui nous regardent. Enfin, vous n'êtes pas des robots et il faut lutter collectivement pour ne pas être transformé en robot. Alors, j'avais une question à laquelle j'ai tenté d'apporter quelques pistes de réponse. Quelqu'un nous a demandé comment aider les collègues en télétravail à déconnecter le soir et à ne pas surtravailler. Alors, d'abord, ça dépend dans quelle position vous êtes, mais si vous êtes leur manager, par exemple, il faut les aider à décomposer les objectifs en sous-tâches jusqu'à atteindre le niveau du Pomodoro, en fait. Ces petites tâches de 25 minutes qui permettent de ne pas se surcharger mentalement. Alors, des petites tâches sur le plan de la durée, mais qui peuvent être des tâches extrêmement intenses sur le plan cognitif. Arrêtez de raisonner en termes de temps de travail, de temps devant l'ordinateur, mais en termes plutôt d'objectifs quotidiens. Donc, avec un nombre limité de tâches, on ne remplit jamais à plus de 60% l'emploi du temps de quelqu'un. Voilà, c'est comme ça, parce que si on ne le fait pas, la personne, elle va se noyer et à 8 heures du soir, elle sera toujours en train de répondre à des emails ou de travailler sur un dossier. On essaie de trouver un moyen technique pour limiter l'accès à l'intranet. Bon, il en existe plein, des moyens techniques. Il y a des entreprises qui se sont dotées de ces moyens-là. On interdit, et on fait des bouts aux gens qui le font. Voilà, si on n'a pas trouvé un moyen technique, on interdit les emails et toutes sortes de communications professionnelles. Donc, le téléphone, c'est la même chose, après une certaine heure. Et ça, il faut que ce soit général au sein de l'entreprise. Voilà, c'est interdit, c'est tout. On peut très bien se doter dans le règlement intérieur de l'entreprise de ça. D'ailleurs, il y a certaines entreprises qui c'est marqué dans leur charte de fonctionnement. Et puis, on peut aussi les laisser libres de s'organiser ou les envoyer dans une formation de gestion du temps s'ils ne savent pas le faire. Voilà, donc c'est fini pour moi. Donc, la semaine prochaine, on parlera de vie d'équipe à distance et des impacts sur la vie familiale. Mais je vais redonner en fait la parole à Clémence, qui va conclure et peut-être me poser les questions que vous lui avez posées via le chat.
Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. En fait, dans le chat, il n'y a pas eu forcément de questions. On peut peut-être, il reste 8 minutes d'ici 14 heures. Est-ce que vous avez des questions? Et pour cela, il faudrait activer votre micro. Est-ce que certaines personnes veulent poser des questions à Marie? Et si possible, activez votre vidéo parce que c'est plus sympa de voir le visage des gens quand ils posent des questions. Oui, bonjour. Il n'y a pas de questions? Si vous m'entendez? Oui, alors c'est moi qui… Allez-y. Oui, c'est… Attendez, je monte le son. Ok. Oui, bonjour Isabelle Simoneau. Donc, c'est moi qui avais posé la question sur comment accompagner ses collaborateurs à éviter le surtravail. J'ai posé la question parce que nous, on réfléchit à mettre en place une organisation collective de télétravail, de service. Et on a des fonctions juridiques, donc beaucoup de réflexion. Et pendant la période de confinement, on s'est aperçu qu'on avait tendance beaucoup à pas s'arrêter le soir, quoi, continuer à travailler sans regarder trop les heures. Donc, c'était pour ça ma question, comment faire pour accompagner ses collaborateurs. Donc, vous y avez répondu en partie. Je vais partager les résultats du sondage. Alors, je vais partager les résultats des sondages. Hein, ça me semble intéressant parce que c'est voilà. Donc, le premier sondage, combien d'heures avez-vous passé en plus devant votre écran? Alors, les résultats sont très, très nets. Hein, donc, c'est toujours plus que d'habitude. Et pour certains, pour 40% d'entre vous, plus de 3 heures en fait, d'écran supplémentaire. Et c'est dramatique hein, parce qu'effectivement, quand on n'a pas été formé, qu'on n'a pas pu anticiper finalement, parce que personne n'a pu anticiper ce qui nous est arrivé finalement, ben, on n'était pas préparé à ça. Et ça va, on sait très bien que les temps d'écran ont un impact sur la santé, hein, ça tout le monde le sait, sur le sommeil, mais aussi sur le stress, hein, du coup, mais aussi sur le sommeil. De fait, quand on est très très stressé, il est très très difficile d'éteindre l'écran mental quand on éteint la lumière le soir. Et donc, c'est pas étonnant je crois qu'il y a eu dans certaines entreprises, il y a des gens qui étaient en grande difficulté face à cet impératif de rester toute la journée devant l'écran d'ordinateur. Et je les comprends parce que quand on est au travail, ben voilà, quand on en a marre d'être devant l'écran, on se lève, on fait autre chose, on a d'autres types de tâches à faire qui permettent finalement de passer à autre chose et puis d'être moins tendu par ces écrans. Alors les écrans, la lumière bleue, etc., posent d'autres problèmes qu'on abordera peut-être un jour. Alors, je vais partager le deuxième sondage. Donc, vous êtes-vous surpris à envoyer un email après vos horaires habituels? Bon, ben, c'est sans appel, hein, 86% d'entre vous, donc 6 réponses sur 7. C'est énorme. Donc ça, c'est vraiment quelque chose j'allais dire une discipline personnelle d'arrêter. Mais la discipline personnelle, c'est bien. J'allais dire, si c'est à la mode, hein, si c'est accepté par l'entreprise, alors en France, malheureusement, il est de bon ton de travailler après ses horaires de travail. On trouve tout à fait logique que les gens répondent à leur téléphone professionnel à 20h ou à 21h, voire à 23h. C'est pas normal, en fait. Dans d'autres pays du monde, hein, notamment aux États-Unis, si vous travaillez en dehors de vos horaires de travail, vous êtes considéré non pas comme un bon professionnel, mais par quelqu'un qui ne sait pas du tout s'organiser. Alors qu'ici, c'est wow, c'est super, c'est quelqu'un qui en veut, hein, c'est quelqu'un qui est formidable. Non, non. Donc collectivement, il va falloir qu'on arrête ça. On a des temps, on fait partie des nations les plus productives en fait. Hein. On travaille peu peut-être en temps de travail, mais par contre on est très très efficace au travail. Donc c'est plus la peine, c'est pas la peine de travailler en dehors des heures. On a suffisamment d'heures pour pouvoir mener à bien nos tâches.
Maintenant, alors après, il y a des gens qui sont surchargés de travail. Ça, c'est pareil. Collectivement, il va falloir négocier d'abaisser en fait la charge de travail qui n'est pas acceptable. Je vais partager maintenant le troisième sondage, mais j'en ai déjà parlé quand je l'ai lancé. Alors, avez-vous éprouvé de la culpabilité lorsque vous quittiez votre écran pour faire quelque chose d'ordre privé? Là, c'est pareil, 83%, donc 5 réponses sur 6. Voilà. Bon, comment vous dire ça? Je pense que on est encore, voilà, on a essuyé les plâtres. Bon, là, c'était quand même particulier, puisque tout le monde était en télétravail, enfin, tous les gens qui avaient la possibilité d'être en télétravail l'étaient, à des moments où, un moment très particulier de notre histoire, finalement, puisque les gens qui d'habitude télétravaillent, généralement le font à des moments où leurs enfants sont à l'école, où leur conjoint éventuellement est lui-même sur son poste de travail ailleurs, et il n'y a pas de collusion en fait des rôles. Là, c'était quand même très très particulier. Je ne crois pas que ce qui s'est passé pendant ces 2 mois et demi de confinement ou plus pour certaines structures puisse être transféré à la situation du télétravail classique. Donc, c'est, je pense, un mode de pensée à acquérir que de passer en télétravail, parce qu'il y a quand même de très, très bonnes choses dans le télétravail si on sait s'organiser, si on ne se surcharge pas de travail, si on évite de penser que le temps de travail, c'est là-dessus qu'en fait, on doit, j'allais dire, implémenter le salaire, en fait, parce que c'est pas du tout comme ça qu'il faut fonctionner en télétravail, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des activités pour lesquelles on est beaucoup plus efficace en télétravail et d'autres pour lesquelles on l'est beaucoup moins. Donc, il y a vraiment une organisation du travail à repenser, en fait, dans le télétravail, et pas que transposer le travail présentiel en télétravail. Ça ne fonctionne pas, personne ne peut fonctionner. Voilà, je vais repasser la parole à Clémence qui va conclure pour cette réponse. Alors, il n'y a personne qui a d'autres questions? Juste, s'il y a une question, on a peut-être le temps pour une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question qui n'a pas déjà été posée ou que Marie n'aurait pas répondu par ailleurs? Rien d'autre? Très bien. Eh bien, écoutez, merci en tout cas d'avoir été présente. Je crois qu'il n'y avait que des femmes pour cette première web rencontre sur le télétravail. On vous donne rendez-vous jeudi prochain, donc même heure, jeudi prochain, 13h, 14h. Donc, comme l'a dit Marie, le thème, c'est sur la vie d'équipe à distance et les impacts sur la vie familiale. Donc, merci à vous d'avoir été là. Et puis, n'hésitez pas à en parler autour de vous si vous pensez que vous avez des collaborateurs ou des personnes dans votre vie aussi personnelle qui pourraient être intéressées. N'hésitez pas à en parler. Bon après-midi à vous et merci à Marie encore d'avoir proposé ce temps aujourd'hui. À bientôt, à la semaine prochaine plutôt.